Alors, bonjour à toutes et à tous. La question que je me pose aujourd'hui, et c'est celle que se posent beaucoup d'économistes de plus en plus souvent, c'est faut-il un État stratège? C'est une idée qui revient, comme je l'ai dit, assez souvent chez certains politiciens aussi. Selon eux, il faudrait rationaliser la société et donner à une entité publique un rôle de moteur dans les activités, notamment économiques. Les partisans de ce système ne se contentent pas d'un État arbitre qui tranche les différends et reconnaît les droits de chacun. Ils veulent un État qui prenne des initiatives, qui fasse des choix, et que des choix qu'il impose aux entreprises avec plus ou moins d'autorité, qui puisse par exemple décider de relancer les investissements, les siens et ceux du secteur privé aussi, dans un secteur économique bien déterminé ou dans une certaine orientation économique. Pour les partisans de ce système, c'est la seule manière de faire prévaloir ce qu'ils appellent l'intérêt général sur les simples intérêts particuliers de chacun. Ce qui est spécial, c'est que ceux qui soutiennent cette idée, ce ne sont pas seulement des gens de gauche, habituellement dirigistes, mais des personnalités qui disent s'inscrire dans un courant conservateur, voire même dans un courant qu'ils qualifient de libéral. Ces idées sont classiques et anciennes, et elles ont déjà été mises en œuvre. Elles l'ont été, bien sûr, et avec un résultat désastreux en Union soviétique et dans d'autres États communistes, sous la forme de plans, notamment les fameux plans quinquennaux. Mais après la Seconde Guerre mondiale, des États d'Europe occidentale, pas seulement la France d'ailleurs, ont aussi mis en œuvre des plans de 4 ou 5 ans avec des résultats controversés. Et en Belgique, il subsiste toujours un bureau du plan qui ne planifie plus, tandis qu'il y a peu, la Wallonie, rappelez-vous, mettait en œuvre, avec beaucoup de tintamarre mais sans grand succès, un plan Marshall non autoritaire, mais qui prétendait coordonner l'action des pouvoirs régionaux et certaines initiatives privées. Encore aujourd'hui, on va jusqu'à présenter comme modèle de l'État stratège rien de moins que la République populaire de Chine. Celle-ci a connu en 30 ans, il faut l'admettre, une progression spectaculaire qui l'a fait passer du sous-développement et de la famine à une activité économique remarquable qui en a fait la deuxième puissance économique du monde. Ce progrès est évidemment dû à l'abandon du communisme pour le remplacer par une application parfois débridée des lois du marché. Mais il est vrai que d'aucuns attribuent aussi une partie de ce succès à la main de fer d'un État surpuissant sans lequel, en Chine, rien ne se fait et que nul ne peut se permettre de défier. On peut douter que l'État stratège chinois soit réellement pour quelque chose dans ce progrès. Et il est plutôt probable que celui-ci est dû à la forte dose de libéralisme économique que le stratège a laissé faire. C'est d'ailleurs ce qu'incite à penser le succès éclatant, au moins aussi important que celui de la Chine elle-même, de Hong Kong, qui jusqu'il y a peu était la vitrine du libéralisme et du laisser-faire et disposait encore d'assez d'autonomie pour se passer d'un stratège étatique. D'ailleurs, pour qu'un État stratège plus ou moins autoritaire soit réellement efficace, il faudrait que plusieurs conditions soient réunies et elles ne le sont pas. Il faudrait d'abord démontrer que l'intérêt général, ça existe, qu'il y aurait un objectif susceptible d'être le meilleur choix pour tout le monde. Pour tout le monde, oui, puisqu'il s'agit d'un intérêt général. Du genre de ce que les catholiques appellent le bien commun. Cela paraît très douteux, tant les intérêts des uns et des autres peuvent diverger. On en est alors réduit à essayer de trouver, suivant les méthodes des économistes dits utilitaristes, ce qui pourrait non pas répondre à l'intérêt général, c'est-à-dire à celui de tous, mais à celui du plus grand nombre, comme si on pouvait additionner des avantages et des inconvénients pour les uns et les autres
comme des pommes, des poires, des pigeons et des lapins. Enfin, rien ne garantit que notre système politique aboutirait à ce que nos gouvernants, devenus des stratèges, trouvent cette meilleure mesure qui serait idéale pour la majorité. C'est vrai, ils sont élus au suffrage universel. Mais l'on sait bien que presque personne ne lit leur programme, que même en campagne électorale, il faut bien chercher pour trouver ces programmes, qu'ils se font élire sur des slogans qui conviendraient tout aussi bien pour vendre de la lessive, et qu'une fois élus, ils n'appliquent pas grand-chose de ce qu'ils ont promis. Ils pourraient certes choisir des experts. Ose-t-on encore prononcer ce mot aujourd'hui? Nous avons vécu 16 mois dans un système où nos ministres ont eu peur de trop se démarquer de leurs fameux experts. Et ça, pour gérer seulement une épidémie, pas toute une économie. Et nous avons vu qu'en fait, de stratège, ce fut un fiasco permanent. Alors, rien ne nous permettrait de penser que confier notre prospérité à des stratèges politiques, accompagnés ou non d'experts, ce soit vraiment une bonne idée. Je vous remercie.